coquille. On est sur zéro intervention et zéro débordement chez les usagers. Indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux. Donc on est sur une performance qui est tout à fait honorable et qui s'est améliorée par rapport à l'exercice 2021, puisqu'on obtient une note de 92 sur 120 sur le secteur d'Épernon et 80 sur le secteur de Hanche. Nombre de points noirs de réseaux de collecte qui nécessitent des interventions fréquentes. Alors on parle de points noirs lorsque votre exploitant est dans l'obligation d'intervenir au moins 2 fois par an sur le même site. Et on est sur une valeur qui est de 15,70 sur Épernon. Ça on l'a dit, on y reviendra. Alors, durée d'extinction de la dette de la collectivité, donc ça c'est un indicateur qui est important. Donc juste pour rappeler, c'est que l'encours de la dette, donc le capital restant dû au 31 décembre 2022 était de 94 000 euros. On a une épargne brute qui est de l'ordre de 405 000 euros, ce qui veut dire qu'on a une durée d'extinction de la dette qui est de 0,23, qui est très satisfaisant. Service eau potable. Alors juste un petit rappel sur les missions assurées. Donc l'exploitant doit assurer la gestion du service, notamment l'entretien et maintenance des ouvrages, la visite périodique des ouvrages, le nettoyage des réservoirs, qui est une obligation réglementaire, on doit le faire au moins une fois par an, la surveillance de la qualité de l'eau, et notamment donc, au regard des analyses qui sont imposées par la réglementation et suivies de près par l'ARS, l'Agence de santé régionale, complétées, et ça c'est important de le dire, complétées par des analyses complémentaires de la part de l'exploitant dans le cadre de sa politique d'autocontrôle, puisqu'on parle de sécurité sanitaire, donc il y a vraiment des actions très fortes sur ce point. C'est la télésurveillance des ouvrages, donc pour éviter et pour permettre les interventions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le renouvellement, donc notamment le remplacement à l'identique des équipements électromécaniques, le remplacement des branchements plomb qui était prévu dans le contrat. C'est la gestion clientèle, avec la gestion de l'accueil, les mutations, la facturation, la télérelève, et puis bien sûr, c'est la rédaction d'un compte rendu technique et financier. Alors, des investissements qui étaient prévus dans le cadre de ce contrat, et notamment la mise en place d'un SIG classe A. Donc le SIG classe A, c'est le système d'information géographique, c'est numériser les réseaux. Et la classe A, c'est ce qui permet de localiser à quelques centimètres près les ouvrages, les branchements, les canalisations. C'est la réfection du génie civil sur 3 réservoirs. C'était la création d'une canalisation sur 700 mètres linéaires de diamètre 150. Et là, c'était pour sécuriser la commune de Hanche. C'était le comblement d'un puits sur la commune de Hanche, donc la mise en place de la sectorisation et notamment le déploiement de 6 compteurs pour renforcer et notamment pour être plus efficace sur la recherche des fuites. On est passé de 6 compteurs de sectorisation à 13. C'est le déploiement de la télérelève, c'était aussi la mise en place de 2 bornes monétiques, un dispositif Copernic au niveau des bornes incendie et notamment pour détecter les vols d'eau. C'est la mise en place d'une sonde captable donc pour surveiller la qualité de l'eau en continu, la dureté, la température. Et cette sonde est positionnée dans la zone industrielle. C'est une démarche zéro phyto, un audit énergétique avec pose de compteurs spécifiques pour améliorer et notamment pour l'efficacité énergétique. C'est une étude de criticité du système d'alimentation et de distribution, des analyses de CVM. Alors les CVM, c'est du chlorure vinyle-monomère, qui sont surveillés et qui concernent des canalisations qui ont été posées avant les années 80 de type PVC. Donc c'est un sujet sur lequel également le délégataire, en lien avec notre syndicat, travaille. C'est une étude de développement pour sécuriser, donc en termes de vidéosurveillance, l'ensemble des réservoirs et la sécurisation des accès. C'est une étude de modélisation patrimoniale. Alors c'est plus qu'une étude, c'est la mise en place même du modèle. C'est le recensement des zones mortes d'eau. Alors on parle de zones mortes lorsqu'il y a une stagnation et donc on surveille ces secteurs pour éviter des problèmes de qualité d'eau. C'est l'information permanente de la collectivité. C'est une assistance de la part de d'autres exploitants en cas de gestion de crise. C'est des mesures sociales qui ont été mises en place, notamment avec la mise en place d'un chèque eau à hauteur de 7 000 euros annuels. C'est le versement à la collectivité de frais de contrôle à hauteur de 18 500 euros. Et puis également le versement d'une redevance pour occupation du domaine public à hauteur de presque 5 000 euros. Les chèques hauts de 7 000 euros sont bien utilisés, Pas beaucoup. Alors c'est un sujet sur lequel on a demandé à l'exploitant donc de renforcer. Et pour que ça soit efficace, il faut qu'on renforce la partie communication. L'usager n'est pas forcément informé de la mise en place d'un tel dispositif sur le secteur. Donc, pour obtenir ce chèque, quels sont les critères? Alors c'est en fonction donc, des conditions bien sûr de revenus et c'est des critères qui sont définis avec les CCAS.
Les assassins. Alors, il y a une convention, bien entendu, qui a été établie entre la collectivité, l'exploitant et le CCAS pour mettre en place ce dispositif. Alors, on a un patrimoine qui est important sur la partie eau potable, comme pour l'assainissement. Donc, on a 3 forages, on a 5 réservoirs d'une capacité de 3450 hectares d'eau, des réseaux à hauteur de 93 km, dont 70 km de canalisation et 23 km de branchement. On a 4000 branchements et 4653 compteurs. En termes de performance, donc sur le rendement de réseau, on est sur une performance qui s'est légèrement améliorée par rapport à 2021. On est à 85,1. Juste pour rappeler, en termes d'objectif du Grenelle, on est à 71,03, donc on est largement au-dessus. Et un autre indicateur qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'exigent aujourd'hui les agences de l'eau. Donc les agences de l'eau, puisque c'est un élément aussi qui conditionne les subventions au niveau des collectivités, il faut qu'on soit sur un rendement de l'ordre de 80%. Donc sur ce point, on respecte l'indicateur réglementaire qui est le Grenelle, je tiens quand même à le rappeler, et aussi les demandes de l'agence de l'eau. L'indice linéaire de perte de réseau, c'est le nombre de mètres cubes perdus par jour et par kilomètre, en lien avec le rendement de réseau, pareil, qui s'est légèrement amélioré sur 2022, donc, et qui montre au final qu'on est sur une performance qui est tout à fait correcte sur ce paramètre. L'indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable, donc pareil, on est sur une note qui est de 115 par rapport à 2021, une progression, et tout ça, c'est le résultat des outils qui ont été mis en place, notamment le SIG, la modélisation, ce qui permet à notre exploitant d'obtenir le maximum de notes par rapport à une grille qui est standard et qui permet de définir cette note. Taux d'occurrence d'interruption des services non programmés pour 1000 abonnés, on est sur une valeur qui est de 1,17 par rapport à 2021, 0,95, une légère augmentation. Ce qui veut dire que sur l'ensemble de ces indicateurs, on est plutôt sur une bonne performance. Excusez-moi. Oui. J'en profite pour respirer pour vous poser une question. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, indice linéaire de perte, ces chiffres-là, ça correspond à combien de mètres cubes, pour que ça soit clair? Alors, on a 95 km. On a 95 km, donc il faudrait multiplier. Alors, des mètres cubes par jour, donc ça veut dire vous faites 5,27 fois 365. Je peux pas le faire, je sais pas mon... Voilà. Ou sinon, on peut se baser sur les volumes qui sont vendus. 5,27 Par 365. 95. 365 Ça fait 365 jours. Donc ça fait 1923 mètres cubes. Ça doit être ça. C'est 2000 mètres cubes. 2000 mètres cubes. Non, c'est pas possible. Non, non. Ce qui est quand même pas. Donc c'est important, juste pour dire que les chiffres, on passe de 5,25, ce qui, pour la majorité des gens qui sont autour de la table, ça ne veut rien dire. Passer à 2000 mètres cubes, déjà ça sonne autrement dans notre esprit si on compare par rapport à ce que nous on consomme et aux abonnements qu'on a. Ça, c'est bien ça. Non. C'est Non. On va faire un autre calcul parce que ça. Non, c'est pas possible. Allez-y. C'est ce qui me semblait. Ah oui. Attendez, vous me permettez. Voilà, on est plutôt sur 120 000 mètres cubes d'eau. Ah, c'est pire. C'est pire. Vous avez bien fait de refaire les calculs. Je vous en remercie. Non, mais je vous remercie d'avoir fait le calcul parce que si on vous dit 120 000 mètres cubes d'eau, je vous propose ce soir que nous rentrions, que nous prenions nos factures, que nous regardions ce que nous avons consommé et ça permettra peut-être de voir avec combien de personnes auraient pu consommer cet élément-là. Donc, je pense que c'est important de mettre les éléments et les chiffres comme ça pour que chacun prenne bien conscience de la perte qu'il y a, d'une part. D'autre part, dans plusieurs domaines, vous avez dit, et notamment le rendement des... Alors pareil, rendement des réseaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça veut dire en rendement de réseau? C'est là où on trouve effectivement la perte d'eau, c'est là où on Le trouve rendement de tout ça. réseau, c'est ce qui permet donc de définir la différence entre les volumes qui sont produits, D'accord, donc les volumes qui sont distribués, d'accord. et les volumes vendus, qui arrivent à l'usager.
Donc c'est là qui Donc, détermine c'est- la perte à un moment. Exactement. Donc c'est la perte entre l'usine de production et qui arrive au compteur de l'usager. Et c'est là qu'on arrive sur 120 000 m3 d'eau. Ok. Donc ça veut dire que même si effectivement, et j'ai bien entendu ce que vous avez dit, et ce que vous avez dit est juste, puisque vous basez sur les chiffres du Grenelle, etc., mais pour autant, et au vu de ce qu'on peut vivre actuellement, et je ne parle pas de nos amis des Hauts-de-France qui sont inondés, mais de ce qu'on a pu vivre depuis le début de l'année sur les difficultés, sur les prix de l'eau, sur le manque d'eau, je pense qu'on a tout intérêt, même si on peut se satisfaire des chiffres, comme vous l'avez dit, à mettre le paquet là-dessus, me semble-t-il. C'est vraiment la politique du syndicat. Après, on a mis et on a imposé dans le cadre du contrat qui est confié à la société Veolia des obligations en termes de rendement de réseau. D'un point de vue contractuel, c'est pas respecté. Donc, voilà. Mais par contre, on est sur une performance qui est très élevée. Oui, mais cher monsieur. Oui, mais attendez, j'ai pas fini. Très Allez-y, élevé. je vous laisse finir. Et Allez-y. après, pour arriver, et vous avez raison, 120 000 m3 d'eau, c'est beaucoup. Et c'est pas C'est acceptable énorme. dès lors qu'on parle de crise hydrique. Et vous avez raison Merci. sur ce point. Par contre, ça veut dire aussi que lorsqu'on veut vraiment améliorer cette performance, ça signifie qu'on doit mettre en place une politique de renouvellement des réseaux, mais qui là incombe à la collectivité. Voilà. On a 92 km de réseau. Non, mais 92 km. vous avez raison. On devrait, Je vous renvoie là. normalement, si on tient compte de la durée de vie des canalisations, une cinquantaine d'années, on devrait remplacer 2% chaque année. Mais 2%. j'entends bien et j'entends ce que vous dites et j'ai pas de souci avec ça. Bien évidemment, je renvoie pas le bébé sur Veolia, puisqu'un contrat a été signé avec des termes particuliers. Ce qui concerne le changement des réseaux, ça appartient à la collectivité, comme vous l'avez dit. Et à ce moment-là, il appartient à la collectivité, mais peut-être que ça nous sera présenté tout à l'heure dans les détails, de prévoir un plan d'aménagement, de remise à niveau très clair. Oui, ça coûte de l'argent. J'ai cru voir avec plaisir que le syndicat n'était pas endetté, donc a priori il y a une capacité d'investissement tout à fait possible. Mais en tout cas, l'an dernier, on avait eu ce débat sur la perte d'eau, qui était le même. Vous avez dit tout à l'heure 5,25, 5,25, 5,27, pardon. Une légère évolution, amélioration. Ouais, Une légère on ne peut pas amélioration. satisfaire d'avoir 0,02 d'amélioration. Enfin, je pense que c'est pas sérieux de dire ça. Donc, vous avez raison, il faut une vraie politique. Donc, j'attends peut-être que son président à côté nous en fera part tout à l'heure, des projets qui vont être mis en place pour qu'on ne se satisfasse pas l'année prochaine qu'il n'y ait que 118 000 m3 d'eau qui ont été perdus. Entre autres, on avait eu ce débat à une époque sur les branchements en plomb. Il y a des choses qui ont été faites là-dessus et ça a évolué. Mais là-dessus, ça ne peut pas aller, quoi. Et le syndicat doit prendre ses responsabilités et Veolia doit prendre les siennes dans le non-respect du contrat qu'il a signé. Oui. Je pense que si c'était le syndicat qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris, ça se passerait vraisemblablement pas de la même façon. Alors, vous avez raison, si l'engagement de Veolia était conditionné des investissements de la collectivité, c'est sûr qu'il viendrait frapper à la porte et qu'il exigerait les engagements. Sur ce point, au niveau du syndicat, mais c'est exactement ce qu'on fait. Notre exploitant ne respecte pas ses engagements, on lui applique les pénalités prévues au contrat. Et ça c'est suivi de très près par la collectivité. Pénalités qui sont supérieures, bien évidemment, à ce qu'il n'a pas fait. Ça représente des montants parfois significatifs. Oui, alors j'ai pas le montant. Non, mais c'est juste, est-ce que par principe, s'il devait investir 100, il n'a pas fait, ou améliorer tant et ça coûtait 100, j'espère que c'est 150 ou 200 qu'on lui demande et pas 50. Alors sur la partie investissement au niveau de la collectivité, donc aujourd'hui on est en train de travailler sur un PPI, un programme pluriannuel d'investissement sur les 3-5 prochaines années, et on va voir en fonction de la capacité d'autofinancement qui va se dégager, quel sera le programme en termes de renouvellement de réseau qui pourra être proposé pour un tarif acceptable pour l'usager, parce qu'il faut que le tarif soit également acceptable pour l'usager. Mais bien sûr, ça fait partie vraiment des actions et des priorités pour notre syndicat de réduire ses pertes en eau. Et on confirme, comme vous l'avez souligné, que ce n'est pas acceptable 120 000 m3 d'eau. Oui, c'est pas acceptable. Moi, j'aurais aimé poser une question, c'est concernant cette perte d'eau, qui supporte financièrement cette perte et comment? Ça fait partie. Alors non, c'est pas l'usager puisque
L'usager, son tarif, il est défini dans le cadre du contrat? Non, non. Par contre, c'est l'exploitant qui en assume la responsabilité. Parce que derrière, s'il ne respecte pas ses engagements, il est obligé de produire plus de produits de traitement, plus de dépenses d'énergie électrique, plus de recherche de fuite, parce qu'il y a une forte intervention sur les recherches de fuite. Et à ce titre, il n'y a pas de rémunération supplémentaire. Donc, c'est l'exploitant qui en assume le risque Oui. commercial et financier. D'accord. J'ai une demande, mais je n'aurai pas la réponse ce soir pour être tout à fait clair là-dessus, je peux le comprendre. Mais est-ce que vous pourriez, Monsieur le Président, envoyer à tous les élus un tableau qui reprend les pertes d'eau depuis une dizaine d'années, pour qu'on puisse voir l'évolution de cette perte d'eau sur à peu près 10 ans. Non pas en chiffres, mais en mètres cubes, ça sera beaucoup plus parlant, ce qui permettrait de voir, s'il vous plaît. Puisqu'on a renouvelé le contrat. Ah, ça serait plutôt 2010, si ça vous dérange. Ça serait plutôt 2018 si ça vous dérange pas, parce que c'est la date du nouveau contrat. 2016 alors. 2017. Non, 2018. L'ancien, le contrat a été renouvelé aux prestataires d'avant. Oui, mais avec des obligations différentes. Donc, D'accord. Mais je pense que ça serait intéressant d'avoir au moins 2017 pour voir en fin de contrat combien on était et renouvellement de contrat combien on a redémarré derrière, s'il vous plaît. Depuis 2017. Ok. J'aurais une question, s'il vous plaît. Cette perte d'eau, ces centaines de milliers de litres, de mètres cubes d'eau, ils partent dans le sol. Donc ça veut dire que, sachant que les canalisations sont près de chez nous, ça veut dire que ces fuites, elles sont proches de nous. Est-ce que vous avez une idée, de où elles sont? Quels sont les bâtiments qu'elles impactent? Parce que ça peut être absolument dramatique pour un bâtiment et nous, on n'en sait rien. Et puis par contre, quand on a un pépin, nous, on ne peut plus vendre nos maisons, etc. hein. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée de dans quelle zone ces fuites se trouvent? Ça, on peut toujours cartographier au niveau des recherches de fuite. Après, dire où elles vont, dire où sont localisées, où vont finir les pertes en eau, ça c'est très compliqué. Très compliqué. Bien sûr, mais vu les incidences, ça vaut le coup, surtout dans des zones comme les nôtres où nous on est plein de cavités, comme vous le savez. Donc les pertes d'eau chez nous peuvent avoir des incidences bien plus graves que dans d'autres zones. Et certes, il y a la question du ruissellement, de où elles partent, etc. Mais c'est un sujet qui est central et qu'il convient de prendre très sérieusement au sérieux dans une ville comme la nôtre. Alors c'est pris au sérieux dans notre ville parce que actuellement Veolia il installe des dispositifs pour rechercher les pertes d'eau. Ces dispositifs ils permettent de trouver des pertes importantes. Maintenant, quand il y a une toute petite fuite d'eau goutte à goutte, et ça c'est impossible à trouver, par des dispositifs électroniques. Voilà. Donc ce qu'on a essayé aussi, c'était la recherche par les chiens. Donc on a expérimenté sur le plateau de la Diane et on a identifié des pertes d'eau, mais là c'est des micro-fuites avec des chiens. Donc ça, ce sont des premières expériences qui se font. Ça se fait, j'ai entendu parler dans le sud, il y a un endroit où ils ont dû faire ça. Donc ici, on a essayé et on va voir comment ça va se développer. Mais si vous voulez, c'est pas évident du perte d'eau. Ça, j'en doute. Maintenant, il y a aussi une autre chose. Il y a aussi une autre chose, c'est que quand on veut faire des travaux, ça entraîne des coûts pour les communes. Donc, ce qui veut dire, vous voulez refaire des travaux dans une rue, je ne vais pas prendre la rue Saint-Denis par exemple, il faudrait qu'on refasse les canalisations, mais ça coûte pour la ville. Ah, bien sûr. Bon, je crois qu'on a prévu en 2024. La rue Saint-Denis. Donc on a prévu en 2024, mais ça fait 1 ou 2 ans qu'on dit qu'il faut qu'on fasse la rue Saint-Denis. Donc vous voyez, oui, il y a des bien choses sûr. qu'on sait, ça va se faire et ça se fait petit à petit. Mais ce qui serait intéressant, c'est que les habitants soient quelque peu informés quand on découvre des fuites. Alors effectivement, les micro-fuites, c'est pas forcément ce qui est plus traumatisant, mais quand il y a des vraies fuites, il est intéressant que les habitants soient informés pour anticiper des problèmes, parce que je suis bien placée pour savoir ce que cause une canalisation qui est cassée par un chantier, par exemple, qui n'est pas le vôtre, qui puisse. Donc, et je pense que dans notre ville où on a vraiment des soucis, on voit bien qu'il y a des tas de choses qui se passent, et on est dans une période fragile. Eh bien, ça vaut le coup que les habitants soient informés quand il y a un souci près de chez eux, parce que ça peut leur permettre de se poser des questions sur leurs propres habitations, éventuellement informer la ville de dysfonctionnements qu'ils ont repérés et qu'ils ne s'expliquent pas, qu'ils ne comprennent pas, et qu'on puisse se créer des cercles vertueux.
Je doute pas, je sais bien que c'est difficile, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Ouais, disons, quand il y a une grosse fuite, en général, ça se voit, parce qu'on a eu ça sur le plateau de la Diane, ça creuse carrément un trou sous le goudron. Donc, on est intervenu il y a 2 ans, un peu plus, sur le plateau de la Diane pour ça. Bon, il y a des endroits... voilà. On va être d'accord, mon cher collègue, pour se dire qu'effectivement, il y a des petites fuites qui sont compliquées. Tous, à titre personnel, on voit bien, des fois, on repère une petite fuite qu'on n'avait pas vue, parce que, voilà, donc, à l'échelle de la distance et du nombre de tuyaux, oui, on est d'accord sur le fait que c'est compliqué. Mais je rappelle le chiffre que monsieur nous a donné, 120 000 mètres cubes d'eau. C'est pas que des petites fuites. On est bien d'accord. Voilà. Quand on a une grosse fuite, je ne sais pas ce que ça peut donner. Enfin, je sais pas, moi, j'en reste au chiffre qui est parce perdu. On en a eu une, par exemple, il n'y a pas longtemps, là. Ça a duré peut-être la journée, 24 heures, mais c'était une sacrée fuite. C'était un coup de pelleteuse. Bon, on ne pouvait pas le prévoir. Enfin, voilà. Donc ça s'est produit sur la zone industrielle, on a eu ça. Bon, c'est sûr que quand on a des cas comme ça, on perd de l'eau. Et sur la zone industrielle, on ne peut pas interrompre comme ça parce que vous interrompez des process sur les usines qui sont en fonctionnement. C'est pas toujours évident quand on... On n'est pas là, on va pas refaire le débat qu'on a vu l'an dernier, mon cher collègue. On n'est pas là pour dire qu'il faut raser gratis et qu'on va faire comme ça et que tout va être réglé. C'est pas du tout ça mon propos. C'est juste de dire, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure d'avoir la sympathie de nous donner ce tableau, ce qui permettra de voir effectivement s'il y a eu une action ou s'il n'y a pas eu d'action. Mais on ne peut pas en rester au satisfecit en disant le Grenelle nous dit ça, on en reste là. Je pense qu'il faut qu'on soit meilleur que le Grenelle et encore plus aujourd'hui au vu de ce que vous avez dit et ce qu'on a repéré de ce qui se passe et qui va devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus dramatique. Donc cette priorité-là aujourd'hui, elle prend un temps qui est beaucoup plus court qu'auparavant. C'est-à-dire que les habitudes qui consistaient à programmer sur des dizaines d'années, aujourd'hui, ça va devenir plus compliqué. Je ne dis pas que ça peut se faire comme ça, mais du coup, ça modifie le prisme de la façon dont on avait de préparer les PPI, de préparer tout ça, me semble-t-il. En tout cas, oui, ça a une incidence pour les communes, mais ici comme ailleurs, et avec tous les syndicats et tous les prestataires qui peuvent exister. Et encore une fois, ce prestataire, je veux dire cela, c'est pas lui jeter la pierre dessus, mais c'est pas un prestataire nouveau, c'était déjà un prestataire qui connaissait le territoire et qui travaillait sur ce territoire-là. Dans la même sorte, les 7 000 € tout à l'heure que vous avez dit du plan social, on avait déjà eu ce débat l'an dernier, monsieur le maire avait déjà posé la même question l'an dernier, moi j'avais regretté que cette somme-là, alors qu'on sait tous qu'il y a des gens qui ont eu des fuites d'eau, qui ont eu des choses comme ça chez eux, et ça pourrait servir à cela, au-delà peut-être de travaux à faire, que ça ne soit pas plus communiqué, si ce n'est que qu'est-ce qu'ils deviennent ces 7 000 € s'ils ne sont pas utilisés? Ils sont dans la poche du syndicat ou ils restent dans la poche de Veolia? Non, ils sont reversés à la collectivité. Toute prestation, toute somme non dépensée est reversée à la collectivité. Donc je suggère à notre collègue de peut-être, si le directeur de la publication en est d'accord, de mettre une information dans le en bref pour indiquer qu'en se rapprochant des instances sociales du CCAS, il y a une possibilité d'aider les gens dans un cadre précis. Je ne sais pas d'arriver en disant je veux qu'on paye. Non, il y a un cadre, il y a des choses. Et voilà. Je me permets, je reviens sur les fuites. Ce que je veux dire, c'est que quand les gens du voyage y viennent, parce que sachez que dans la zone industrielle, on a eu des gens du voyage qui sont restés plus de 6 mois. On en a qui sont passés. Est-ce que ça fait partie de fuites? Alors pour calculer le rendement de réseau, on tient compte des volumes qui sont non comptés. Donc typiquement ce type de volume. Après c'est basé sur des estimations. Et c'est vrai que sur le rapport d'activité de Veolia, j'aurais dû apporter également cette précision, les volumes non comptés ont été sous-estimés. Donc, Je ne mets pas ça sous le dos des gens du voyage, je fais très attention à ce que je dis ce soir, mais quand même ils utilisent de l'eau, et voilà, ça doit en faire partie je pense. Donc ça veut dire que le rendement de réseau tel qu'il est présenté en état brut, avec un retraitement, il devrait être meilleur. Ils ont sous-estimé cette valeur. On leur a demandé donc de nous préciser comment ça avait été évalué. Voilà, donc ça fait partie aussi des axes d'amélioration. Et aujourd'hui, on sait que les exploitants travaillent sur des compteurs, alors les compteurs d'eau, mais sur des compteurs encore plus intelligents pour aider à renforcer la recherche de fuite. Donc ça, c'est les outils de demain qui seront utilisés. Vous voulez qu'on parle des compteurs intelligents? On en a un très bon qui s'appelle Linky, qui n'a que d'intelligent, le suivi qu'on en fait derrière.
Voilà. Et si le compteur tombe en panne, s'il n'est pas réparé, il devient très très bête ce compteur. Il y en a de plus en plus qui sont bêtes parce que donc vous voyez, à vouloir utiliser les nouveaux outils, c'est bien, mais si derrière on n'assure pas non plus parce qu'il n'y a pas le personnel, il n'y a pas la priorité, etc., eh bien, ça ne sert à rien. Donc méfions-nous quand même de tout ça pour pas tomber dans la caricature et sans penser que cette intelligence-là va faire ce qu'on n'a pas été capable de faire en amont, ou en tout cas pas bien. En tout cas, ça sera des outils supplémentaires qui vont venir aider à améliorer cette performance. Hein. Merci. On va poursuivre. Alors, l'indice d'avancement de la protection de leurs ressources, on est à 69-66%. En ce qui concerne les analyses microbiologiques et physico-chimiques, hein, sur ce point, il n'y a pas de souci, hein, puisque, comme je vous l'ai précisé, l'eau est vraiment très, très surveillée et on est conforme à hauteur de 100%. Et moi, j'ai une question là-dessus. Moi, j'ai une question là-dessus. Tout à l'heure, vous parliez des analyses CVM, c'est dedans? Alors non, les analyses, là c'est vraiment les analyses physico-chimiques et microbiologiques. Non, les analyses CVM sont en dehors de ces paramètres. Et vous allez nous le montrer, ça? Non, c'est pas prévu dans votre rapport, ça? Alors, l'analyse pas dans la synthèse, mais dans le rapport détaillé et dans le rapport de l'exploitant, il y a tout un chapitre sur les CVM. Alors, je ne vais pas présenter en synthèse. Hein. Parce que ça, c'est un sujet, parce que ça va aller, c'est une problématique qui va aller en augmentant, et dont on n'entendait pas parler il y a quelques Sur notre années. territoire, on n'est pas trop... Pas sur notre territoire, on a très peu de canalisation de ce type. Alors, on n'est pas trop concerné sur notre D'accord. territoire, mais ça fait quand même l'objet d'une surveillance. Voilà, c'est pas un sujet comme d'autres collectivités. Ok. Aussi Je dis important, ça parce aussi que pendant pas mal d'années, j'ai moi fait l'analyse là maintenant, mais j'ai surveillé un peu aussi l'évolution de la qualité de l'eau. Alors c'est vrai que c'est peut-être 100%, mais quand on allait creuser les taux de chlore, alors, il y a différents types de taux de chlore, j'avais remarqué à une époque, alors ça s'est un peu calmé, que c'était très très élevé. Et il suffit de goûter au robinet, alors ça dépend les endroits, mais parfois c'est vraiment, à certains moments, l'eau est vraiment pas bonne. Alors, À Paris, elle est bien meilleure. Hein. alors, on est sur des Ah oui, moi je jette le thé. Hein. Ah ouais, hein. Le thé, ils sont au javel, c'est vraiment horrible le matin. Donc ça, c'est vraiment un sujet, je trouve que on doit regarder de près, c'est vraiment la qualité de l'eau. Alors, je dis pas qu'on retire ça pour mettre d'autres produits qui risquent d'être plus dangereux, mais c'est vrai que ces problématiques de chlore, elles n'ont pas disparu. Alors, Voilà. taux de renouvellement des réseaux, alors pour les années 2021-2022, on est sur 0,27. Donc finalement, on est à la moitié de l'objectif. Hein. Qu'est-ce que je dis? À un quart de l'objectif, puisqu'on devrait remplacer 2%. Nombre de compteurs remplacés sur l'exercice 2022, il y en a eu 100. Nombre de fuites réparées en 2022 sur canalisation 5, sur branchement 10, sur compteur 11. Et notre exploitant a inspecté 24 km de réseau sur les 92 km. Donc il y a eu une activité assez forte en termes de recherche de fuite. Un indicateur financier, notamment la durée d'extinction de la dette sur le budget eau potable, comme sur le volet assainissement. Donc on est sur un encours de la dette qui est faible. Hein. On est sur 27 300 € au 31 décembre 2022. On a une épargne brute qui est de 260 000 €, donc on a un indicateur qui est de 0,10. Ça veut dire qu'en mobilisant les ressources du syndicat sur un mois, on pourrait rembourser notre dette. Données consommateurs, et notamment le prix du service. Alors sur le secteur d'Épernon, on a un prix du service qui a évolué de 4,26% entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. On passe de 2,86 € à 2,98 €. En assainissement, on passe de 2,46 € à 2,57 €. Et lorsqu'on additionne les deux services, on passe de 5,32 à 5,54, une augmentation de 4,12%. Alors ce prix, il intègre la part de la collectivité, la part de l'exploitant, la part de l'agence de l'eau et la TVA. Alors la TVA qui est de 5,5% sur la partie eau potable et 10% sur la partie assainissement. Sur le secteur de Hanche, on a un tarif qui a évolué sur la partie eau potable, une progression de 4,2%. On passe de 2,86 à 2,98. L'assainissement de 5,5%, 2,34 à 2,46. Et lorsque je consolide l'eau et l'assainissement, on a une augmentation globale de 4,6%. On passe de 5,21 € à 5,45 €. Et on essaye d'être au même tarif entre Hanche et Épernon. Enfin, notamment pour tous les abonnés de Hanche. Parce qu'il y a le Paty de Hanche qui est sur Épernon et il y a Hanche-Ville qui n'est pas sur Épernon. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait une progression cette année sur le service public assainissement sur Hanche. Alors sur le taux d'impayé, sur la partie assainissement, selon le secteur, on est à 0,74 contre 2,30. On voit qu'on a une stabilité sur le secteur d'Épernon par rapport à 2021 et puis sur Hanche une diminution.
sur le volet assainissement. Et sur la partie eau potable, là également, on a une baisse, on passe de 2,38 € de taux d'impayé à 1,89 €. Voilà ce que je peux vous dire en présentation synthétique du rapport sur les prix qualité de service, eau potable et assainissement. Voilà, s'il y a d'autres questions, bien entendu, je suis à votre écoute. Oui, juste une dernière. Si on a bien compris, les branchements plomb, il n'y en a plus. Alors, d'après les recensements et les éléments communiqués par l'exploitant, au vu du dernier inventaire établi, a priori, il y aurait 0 branchement plomb. A priori, après, c'est quelque chose qui peut évoluer en fonction des enquêtes qui seront diligentées par l'exploitant. Vous en avez un? J'en ai eu un, oui, il a explosé. Il a explosé. Donc il n'y a plus de branchement plomb. Le 13 juillet, Ça confirme. il a poum. Il a été changé. Oui, une question, 2 questions en fait. La première, c'est que vous parliez tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez pas de réclamation sur des débordements d'eau chez les particuliers. C'est ce que j'ai. Débordement des effluents chez les usagers, oui. En tout cas, c'est pas recensé dans les rapports d'activité. D'accord. Donc, ce que vous appelez débordement d'effluents, si je prends le cas d'une pluie, d'un moment de pluie où finalement l'eau n'arrive pas à totalement s'écouler dans certaines zones, dans les réseaux d'évacuation, ça fait partie de votre responsabilité? C'est pas ma responsabilité, c'est juste que moi je suis pas l'exploitant. Oui, non, mais je veux dire, ça fait partie du champ. Ça fait partie je dirais de l'obligation d'intervention de l'exploitant pour éviter. Après, il faut regarder si ça fait partie de ses obligations dans le contrat. Après, le taux de débordement des effluents chez l'usager, ça concerne surtout la partie eau usée et pas la partie eau pluviale, dans les indicateurs réglementaires. D'accord. Oui, parce qu'au milieu de la rue de la Savonnière, il semblerait qu'il y a un problème et qu'il y a régulièrement de l'eau qui déborde chez les riverains côté rivière. Alors du coup, si on parle de pluvial, dans le contrat du secteur d'Épernon, le volet pluvial ne fait pas partie des obligations de l'exploitant. C'est la responsabilité de la commune. Ok. Merci. Du CEPAR. Donc c'est pas la responsabilité du CEPAR, mais de la commune. D'accord. Ok. Si je dis pas de bêtises, Thierry. Si, c'est ça. Voilà ce que je peux vous dire Par en contre, présentation synthétique. Oui, je disais par contre, Ange, c'est le contraire. Ange, sa délégation a été faite comme ça, enfin au niveau du prestataire de Ange. Il y a C'est dans les son eaux contrat. pluviales avec. C'est dans le contrat, oui. Voilà. Donc la commune de Ange gère par l'intermédiaire de STGS le réseau d'eau pluviale. D'accord. Et c'est pas le CIEPA non plus. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'être venu nous présenter ce rapport d'activité. Ah, puis je vois que ça intéresse, donc c'est bien. Non, ben. Ah oui. Merci. Merci. On va vous laisser partir tranquille. Ah oui, tranquille. Pour rentrer. Bon, je suis pas très loin, ça va. Enfin, on se souviendra des 1200 litres. Ouais, c'est vrai que ça fait ça. 120 000. On peut même, Mètres cubes. on pourrait même les transformer en litres. Mètres cubes. Énorme quand même. Mais bon. Ça fait presque 1 milliard d'euros. Ouais. Ah, on va peut-être pas faire ça. Mais c'est partout comme ça. Bien, c'est pas exceptionnel. C'est pire ailleurs. C'est pire ailleurs. C'est pire ailleurs. Bah oui. Parce que quand tu es à 70, c'est une moyenne. Bon, ben bon retour. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Bon conseil. Merci. À bientôt. Hein. Ok. Bon. On va passer au point 3.2. Modification des statuts CEPAR. Rapporteur, Monsieur David.
Alors, il faut savoir que les statuts du CIEPAR doivent changer, car Rambouillet Territoire est désormais membre du CIEPAR en représentation substitution par les communes d'émancées, c'est ça, Rézeux et Saint-Hilarion. Voilà, enfin oui, moi je vais résumer ça. Attends, tac. Sors de là. Tac. Ça vient. C'est enregistré. Voilà. Bon, vous m'entendez, ouais, ça va. Oui, au niveau des statuts du CIEPAR, oui, ce qui s'est passé, c'est en fin 2019, il y a eu la création du CIEPAR. Il y a eu de nouveaux statuts qui ont été faits, avec l'intégration de hanches et puis de l'eau potable au niveau du syndicat. Ensuite, derrière, il y a eu au 1er janvier 2020 la reprise des compétences eau et assainissement par les communautés de communes, alors de Rambouillet et des porte-réliennes d'Île-de-France. Et au niveau des statuts du syndicat, on n'avait pas mentionné justement le rôle en représentation-substitution des comités de communes. Il était encore mentionné les communes telles qu'on avait fait en fin 2019. Voilà. Et donc, il se trouve qu'il faut qu'on modifie nos statuts et on le fait seulement maintenant. Donc, le syndicat a délibéré le 25 septembre. C'était de nouveaux statuts ont été proposés, vous les avez vus. On voit maintenant apparaître Rambouillet Territoire et puis la communauté de communes des Porte-Réliennes. Et maintenant, les mairies, enfin bien sûr les communautés de communes plus les mairies ont 3 mois pour valider ce qu'on a fait. Sans réponse sous 3 mois, c'est automatique. Donc ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est voter. Alors, Vas-y, François. considérant que... Alors, je vais mettre... oui. Alors, vu la libération du conseil municipal, numéro 2019, du 30 septembre 2019, vu la délibération 1-10-23 du comité syndical du syndicat intercommunal eau potable et assainissement de la région d'Épernon, CIEPAR, considérant que l'application de l'article L 5211-20 du CGCT, il est nécessaire de procéder à une modification des statuts du CIEPAR. Considérant que les membres du syndicat disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer, sur l'exposé présenté, après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le projet de modification du statut du CIEPAR tel que figurant en annexe de la présentation de délibération. Voilà. Ok. Bon, ça, on ne vote pas. Simplement approuver le projet. Ok. Il faut voter. On vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Maintenant, on va passer au point 4, finances, création éteinte, rapporteur Jacques Guy. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Considérant la transmission du 3 août 2023 par le comptable public de trésorerie de Maintenon, chargé du recouvrement des recettes de la ville d'Épernon à cette date, de l'état des produits irrécouvrables concernant les demandes de créances éteintes, considérant que les créances éteintes présentées font suite à une procédure de surendettement, la perte de ces créances s'impose à la commune d'Épernon et au comptable public que plus aucune action de recouvrement n'est possible. Considérant la répartition comme suite des produits irrécouvrables. Alors, créance éteinte sur le compte 6542, donc 114,33 pour les années 2021 et 2022, donc total général 114,33.
Sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à prendre acte de la répartition des créances éteintes comme indiqué ci-dessus. Préciser que les crédits sont prévus au budget 2023 de la ville d'Épernon. Voilà, monsieur le maire. Donc les créances, bien entendu, on y a droit tous les ans. Il faut savoir que c'est la restauration scolaire, n'est-ce pas? Donc 114,33 €. C'est récent. Vraiment des années qui avaient plusieurs Oui, années. oui, quand même c'est très 2021-2022. Ouais. Donc on prend acte. Ok. Maintenant, on va passer au point 4.2, autorisation générale et permanente de poursuite au comptable public, rapporteur Jacques Guay. Merci, monsieur le maire. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales CGCT, posant pour principe que pour chaque poursuite d'un débiteur d'une collectivité locale, le comptable public doit obtenir l'accord préalable de l'ordonnateur de la collectivité pour des poursuites à engager. Vu l'article R 1617-24 du Code général des collectivités territoriales prévoyant la possibilité pour l'ordonnateur d'accorder au comptable public une autorisation permanente temporaire à tous les actes de poursuite, considérant que l'autorisation générale et permanente de poursuite n'a pour conséquence de priver la collectivité de son pouvoir de surveillance en matière de poursuite, mais contribue à les rendre plus rapides et donc plus efficaces. Considérant qu'une telle mesure participe à l'efficacité de l'action en recouvrement du comptable public et contribue à l'amélioration du recouvrement des produits de la collectivité, il est proposé au conseil municipal d'accorder cette autorisation de façon permanente et générale au comptable public du service de gestion comptable CSG de Chartres pour effectuer ces démarches pour tous les budgets de la collectivité existants ou à venir, sans demander systématiquement à l'ordonnateur l'autorisation, et ce, afin d'accélérer le recouvrement des recettes. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le conseil de l'autorisation permanente et générale de poursuite donnée au comptable public du CGC de Chartres pour l'émission des actes de poursuite au-delà de la mise en demeure et de tout acte de poursuite qui en découle, quelle que soit la nature de la créance ou de la ressource de la collectivité, et comme le prévoit l'article R-1617-24 du CGCT. Fixer la durée de cette autorisation jusqu'à la fin de la mandature actuelle débutée en 2020. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte afférent à cette autorisation générale et permanente de poursuite. Préciser que les échanges réguliers avec le comptable public du CGC de Chartres permettront de suivre les poursuites et les recouvrements ainsi que les admissions en non-valeur, créances éteintes, lorsqu'elles se présenteront. Voilà, monsieur le maire. Ok, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bon, je pense que c'est pour simplifier, hein. C'est qu'avant il fallait qu'ils demandent l'autorisation, que là ils n'auront pas à la donner, à la demander. Ça sera directement, voilà. C'est tout, c'est pour simplifier. Voilà, bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. On va passer au point 5, urbanisme. Madame Perron-Caplin. Armel. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre de l'acte 2 du plan de sobriété climatique et énergétique initié par le ministère de la Transition énergétique, l'article 15 de la loi du 10 mars 2023 impose aux communes de définir des zones propices aux énergies renouvelables, implantation d'éoliennes, de méthaniseurs, de panneaux photovoltaïques, etc. La préfecture de Réloir a adressé fin septembre à la commune la cartographie des zones potentielles d'implantation en fonction des critères géologiques et géothermiques. Ces implantations étant soumises à l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine AVAP, à la présence du site patrimonial remarquable SPR et au plan local d'urbanisme intercommunal PLUI, de la communauté de communes des Portes-Aureliennes d'Île-de-France, il est demandé au conseil municipal de délibérer sur ce sujet. Il est à préciser que ces implantations ne concernent pas les implantations individuelles.
Ok. Est-ce que vous avez eu la présentation de la loi APR? Vous l'avez eu? Vous voulez qu'on vous le présente? Non? Vous l'avez vu? Vous avez des questions? On passe à l'autre, au point 5.1. Ok, on y va donc. Cartographie des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Armel. Donc, sur la table, vous avez, pour vous familiariser, on vous a remis le document pour plus de visibilité. Donc, je vous lis la délibération. Considérant la volonté nationale d'accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, l'éolien et la méthanisation, considérant que l'article 15 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable introduit la création dans chaque commune française de zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. Considérant que ces zones d'accélération doivent présenter un potentiel permettant l'accélération de la production d'énergie renouvelable, contribuer à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l'approvisionnement du pays, prévenir et maîtriser des dangers et les inconvénients qui résulteraient de l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable pour les intérêts de production de l'environnement, être défini pour chaque catégorie de sources et de type d'installation de production d'énergie renouvelable, en tenant compte de la nécessaire différenciation des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d'énergie renouvelable déjà installée. À l'exception des procédés de production en toiture, ne pas être comprise dans les parcs nationaux ou les réserves naturelles, ni lorsqu'elles concernent le déploiement d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent, dans les sites classés, dans les catégories de zones de production spéciales ou de zones spéciales de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000. Être identifié en tenant compte de l'inventaire relatif aux zones d'activité économique prévues à l'article L318-8-2 du Code de l'urbanisme, afin de valoriser les zones d'activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables. Considérant que les collectivités locales sont appelées à participer à la co-construction des objectifs de la planification écologique, afin de définir la cible quantifiée de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie, etc., pour chaque territoire et les leviers pour y parvenir. Considérant que la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable permet aux communes de définir, après concertation du public déterminé librement, des zones d'accélération où elles souhaitent prioritairement voir des projets d'énergie renouvelable s'implanter, considérant le porter à connaissance de l'État concernant l'élaboration des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, considérant que les zones d'accélération identifiées par les communes et coordonnées par les communautés de communes sont arrêtées par le référent préfectoral de l'État à l'échelle départementale, considérant les règles imposées aux documents d'urbanisme par les lois et règlements et les orientations d'autres documents dits de rang supérieur, considérant la présence du site patrimonial remarquable SPR, considérant l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine AVAP, considérant le règlement graphique d'Épernon issu du plan local d'urbanisme PLUI de la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Île-de-France, considérant les possibilités géographiques et physiques d'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable sur le territoire communal, considérant la concertation du public mise en place à travers un registre ouvert à cet effet en mairie, à une publication sur le site internet communal et sur les outils de communication numérique de la commune. Sur l'exposé présenté, le conseil municipal est invité à arrêter la cartographie des zones d'accélération pour l'implantation
d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable ci-jointes, dire que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président de la Communauté de communes des Portes-Auréliennes d'Île-de-France, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document concernant ce dossier. La cartographie est sur votre table. Comme vous pouvez constater, lorsqu'on voit d'ici, ça touche toute la zone industrielle. Là, ici, c'est le cimetière qui est prévu, bien entendu, on ne l'a pas écarté, mais c'est tout ce secteur-là qui est considéré qui pourrait, voilà, quand un industriel voudrait mettre des photovoltaïques, voilà, ça lui, rien ne l'empêchera de le faire, quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser là-dessus. Vous confirmez, comme on en a parlé lors de la commission, que la zone concernée, on parle de photovoltaïque, mais qu'en aucun cas, dans Épernon, nous n'acceptons d'éoliennes. Oui. Sachant que, alors ça mérite d'être dit, par ailleurs d'être précisé peut-être pour tout le monde, que la question du photovoltaïque chez les particuliers, qu'ont-ils le droit de faire ou pas? Alors que ce soit clair, parce que c'est un sujet qui est, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que ce sera le PLUI qui sera voilà, appliqué. Et c'est un sujet qu'il va falloir débattre très très sérieusement, finement, parce que en réalité, c'est pas anodin de mettre, malheureusement dans le contexte actuel, dans quelques années, on fera sûrement des progrès, et on sait qu'ils vont arriver sur l'aspect esthétique du photovoltaïque. Voilà, c'est un vrai sujet, et on sait bien que certains habitants prennent des libertés qui sont plus que qui n'ont pas à prendre tout simplement, et sur lesquels il faut veiller. Donc ce sera intéressant d'avoir un travail sur ce sujet du photovoltaïque dans notre zone, et surtout dans la zone protégée, évidemment. Et puis, je pense mais que... Madame Charrier, c'est vraiment pas le sujet ce soir. Oui, je sais, mais pardonnez-moi d'anticiper, mélangeons pas les sujets, c'est déjà assez compliqué comme ça. J'entends bien, mais pour les habitants, c'est pas aussi... Justement, là, il est précisé que les implantations ne concernent pas les implantations individuelles. On est d'accord, mais ça mérite d'être précisé clairement pour les habitants qui vont... oui, il faut leur dire les choses, et ils sont contents quand on leur dit clairement les choses. Et dernière question... oui, il y a aussi la question, évidemment, qu'on a aussi abordée, mais dont il va falloir sérieusement tenir compte, du fait que quand nos voisins implantent une éolienne, comme on est dans des zones assez... resserré, ça n'est pas anodin pour nous, surtout que la législation concernant la hauteur d'éoliennes rapportée à la distance au bâtiment est un réel sujet qui fonctionne, qui n'est pas mis à jour, et dont auquel il va falloir veiller. Il y a un suivi derrière, il y a une motion. Hein. Oui, non mais voilà, juste ça. Alors sachez, non, mais je vous entends, Madame Charrier, il n'y a pas de souci. C'est conforme à ce qu'on a dit en commission. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, sachez que ceci est mis sur Internet, hein, pour expliquer le pourquoi et le comment, d'accord. Et derrière, il y a marqué pour les énergies du vent éolien. D'accord ? Exclusion sur l'ensemble du territoire communal. Pour les énergies à la matière vivante, méthanisation, exclusion sur l'ensemble du territoire communal. Après, pour les énergies solaires, zone partielle d'accélération, zone UX, zone à vocation économique, UXA, zone à vocation économique et commerciale, 1 AUX, secteur de développement urbain à vocation économique, et l'emplacement réservé adjacent. C'est-à-dire que c'est bien cette zone qu'on précise, il y a entouré en haut. Voilà. Comme ça, c'est clair. Pour tout le monde. Je ne parle pas de nous, hein, c'est pas de nous. Entièrement d'accord. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est bien ça. Oui. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de registre tout à l'heure. Combien il y a eu de réponses, ou en tout cas d'interventions sur le registre? Zéro. Je l'ai vérifié ce soir avant de partir à 17h30, mais c'était jusqu'à vendredi soir. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai bien conscience, et ça a été dit ici comme dans toutes les communes de France et de Navarre, que ce dossier a été envoyé par l'État un petit peu à la ramasse. Là-dessus, on est bien d'accord. Pour autant, je ne suis pas persuadé, et le zéro en est une conséquence, parce que c'est quand même un dossier hyper important, hein, qui va, dans les décennies qui arrivent, faire
beaucoup parler et qui va être amené à conduire à beaucoup d'aménagements et de projets pour lesquels les communes seront d'accord ou ne seront pas d'accord, avec le vieil adage en France qui est « je suis pour tout sauf si c'est à côté de chez moi ». Voilà. Donc, mais pour autant, on a une réalité. Je vous rappelle qu'à l'heure où on parle, la température a augmenté de 1,5 degrés sur cette année-là. Je vous rappelle qu'on est à 2 degrés où là on ne pourra plus rien faire. Donc on est quand même sur une question hyper importante. Sur la cote. Donc si le dossier est arrivé effectivement très tard, pour autant, je ne suis pas surpris qu'il y ait eu zéro réponse, compte tenu que c'est passé sur la page Facebook. Je ne suis pas persuadé que tout le monde lit la page Facebook. C'est passé sur le site, je ne suis pas persuadé que tout le monde lit le site. Je pense sérieusement que ça aurait mérité, même dans un délai court, peut-être qu'une information soit faite sous la base d'un document distribué dans toutes les boîtes aux lettres sur cette thématique-là, et pas uniquement sur du copier-coller de termes très techno. Je le dis parce que d'autres communes le font. Il suffisait de décaler la délibération de ce mois-ci au mois prochain, on gagnait 1 mois. Et on avait la capacité à distribuer ce document sur la base en bref spécial, vous l'appelez comme vous voulez, qui permettait aux gens qui n'ont pas Facebook, aux gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas d'ordinateur, beaucoup de gens de notre commune, de pouvoir se dire, je prends connaissance de ça et je vois si effectivement je me mobilise ou pas. C'est le principe d'une enquête, de se mobiliser ou pas. Donc ça, je le regrette fortement et je trouve que là-dessus, si vous me permettez, on n'a pas été très très bon. Ensuite, sur la cartographie, c'est parfait. Pour autant, je pense que ça pose une question. Alors, même si ce n'est pas la question qui est débattue, comme vous l'avez indiqué, pour autant, c'est une question qui devra se débattre. Et M. Bellhomme, vous avez commencé à apporter une réponse tout à l'heure quand vous avez évoqué le PLUI, puisque si ça peut concerner des entreprises, puisqu'il n'y a pas d'obligation, je le rappelle, c'est une possibilité sans obligation. On verra si la loi évolue demain plus tard. Quand on regarde la cartographie, je crois que c'est pas concerné, sauf erreur de ma part, mais il y a beaucoup de parkings qui auraient pu faire l'objet de beaucoup de photovoltaïques sur des... Oui, non, mais vous avez raison, c'est sûr, mais il y a une AVAP, déjà. Alors, il y a les comptes de vue. Oui, non, mais ça, on est d'accord avec tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais on est d'accord avec tout ça. Pour autant, à un moment, il faut justement faire évoluer ce dossier, parce que si, je pense qu'à un moment, la révision de l'AVAP, il faudra qu'on s'y penche dessus, non pas pour le secteur sauvegardé, ce qu'on appelle, nous, le secteur sauvegardé, et avec les 500 mètres qu'il y avait à l'époque autour de l'église, mais sur le secteur, par exemple, qui vient d'être construit à la Savonnière, vu la forme des immeubles, on aurait pu imaginer que du photovoltaïque là-dessus, ça n'aurait rien gâché. Sur le secteur du plateau de la Diane, si des personnes à titre individuel voulaient en faire, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de patrimonial là-haut. Sur le secteur peut-être des hautes terres, etc., on peut aussi, au Haudreville, on peut, pour des individuels, imaginer faire des choses. En tout cas, c'est un questionnement. C'est une première... Haudreville est en SPR. Qu'est-ce que tu dis? Haudreville est en SPR. Non, mais il est en SPR. Tout est en SPR aujourd'hui. Oui. Tout est en SPR. Il y a une révision, il y a peut-être une Donc je pense que ce SPR, il a été fait à l'époque comme cela. Je pense que ça mériterait qu'on puisse réouvrir ce dossier pour en débattre et voir comment est-ce qu'on garde les choses comme ça et ça bouge plus. Et je pense que ça n'a pas trop de sens. Ou est-ce qu'on réfléchit autrement au vu du recul qu'on a sur ce dossier et qu'on se dit peut-être le plateau de la Diane, peut-être les nouveaux bâtiments à la Savonnière, je ne sais pas, on essaye de faire évoluer cela. Je suis à votre écoute, c'est vrai que ça peut évoluer, c'est vrai, il y a peut-être une révision à faire dans la VAP. Je pense qu'il y a une révision à faire. Je ne suis pas obtus là-dessus. En tout cas, j'entends ce que vous dites. Je vous le suggère fortement parce que je pense que ça serait dommage de ne pas le faire. Et ça réglerait, me semble-t-il, sur un plan d'urbanisme, beaucoup de soucis en moins. Par contre, ce qu'on vous propose là ce soir, c'est que dans 5 ans, ils remettent ça sur la table. Ça peut être modifié, ça peut être rajouté. On peut voir dans 5 ans ce que ça peut donner. En tout cas, il ne vous a pas échappé qu'au-delà des dires, au-delà des avis
que les communes, toutes les communes de France voteront, il y a quand même l'État qui a la main dessus, c'est les préfets, l'État et un référent dans chaque préfecture, qui à un moment, si les retours c'est on veut rien, on n'est pas d'accord pour ça, puis nous on voudrait bien, mais on peut pas parce que le SPR il fait toute la commune, y compris les pavillons. Ah bah oui, patrimonial, les pavillons. Donc à un moment, il y en a qui vont dire là-haut, on va continuer comme ça longtemps ou on arrête. Donc c'est pour ça que je vous demande non pas de réfléchir, mais d'envisager de réviser cette AVAP de façon à ce qu'on puisse faire évoluer ça pour les... Et après, on mettra un cadre. Hein. L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, avec mal installé, mal... C'est pas ça l'idée, hein. Qu'on soit bien clair, hein. C'est pas ça l'idée. Mais voilà, donc c'est ma proposition, et je pense qu'il faut pas attendre 5 ans. Je pense qu'il faut lancer. Dieu sait que c'est long. Je sais, ma collègue, vous aurez beaucoup de travail avec la DRH aussi, ça sera parfait. Et, mais je pense qu'il faut le faire. Pour ça, et vu la thématique... Je ne suis pas plus là-dessus, je vous entends. Vous savez qu'on en a déjà parlé entre nous. Et dernière question, pourquoi vous l'avez voté aujourd'hui et pas au mois de décembre? On aurait pu gagner un mois. Ça doit passer au conseil communautaire. Au plus rapidement possible, donc c'est celui de décembre. Ouais, sauf qu'il y a des communes qui vont le voter au mois de décembre, hein, qui sont membres de la même Comcom, donc je pense qu'ils ont dû avoir la bonne date. C'est ce qui nous a été demandé par la communauté de communes. Ah non, mais malheureusement, les délais sont très courts. Ça a été demandé à toutes les communes. Pourquoi les autres ne le font pas? Il y a un autre grand... Et moi, j'approuve complètement ce que disait Monsieur Estampe, on en avait aussi parlé en commission, sur le fait que quand il y a des questions comme ça qui doivent être posées aux habitants, enfin des sujets qui doivent être soumis aux habitants, le seul moyen qui permet réellement de toucher tous les habitants, c'est la boîte aux lettres. Il n'y en a pas d'autre. Sinon, on n'est pas dans l'équité. On peut faire le tri comme ça de qui va répondre et qui ne va pas répondre en fonction des questions. Donc ce serait bien qu'on mette ça, qu'on définisse ce principe comme une règle quand on a des questions à poser aux habitants, des sujets qu'on doit soumettre aux habitants, passons exclusivement par la boîte aux lettres. Après, le reste, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ce qui touche tout le monde. Bon, écoutez, mais moi je ne me vois pas le remettre au mois de décembre. Hein. Et on a un ordre du jour important au mois de décembre, ça va être chargé. C'est pas grave, on a déjà travaillé le dossier. Donc Écoutez, moi je passe au vote. Hein. Bon, bah, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? La question, c'est pas que nous, on soit contre ou pour, on est pour. Oui, la question, c'est que cette communication est pas digne du sujet. Moi, je m'adresse à mon adjoint à la communication. Mais je m'y adresse aussi avec vous. Est-ce qu'on peut faire un papier Oui, on aura une possibilité de faire un papier. Après la diffusion, je suis désolé, je vais un peu vous contredire un tout petit peu, mais la diffusion papier n'est pas la panacée, hein, loin de là. Hein, parce que souvent, ça arrive noyé dans quelques propagandes et autres, et du coup, on ne les voit pas. Donc il faut vraiment une diffusion globale. Le numérique aussi a son importance. Et beaucoup d'Aspardoniens sont abonnés aux différents canaux de la commune. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le numérique. Je dis que le numérique, c'est pour ceux qui veulent vivre avec le numérique en permanence, mais ça ne touche pas tout le monde. Et en plus, à Épernon, vous savez très bien qu'on a une grosse partie de population qui n'est pas très favorisée ou qui est très âgée et qui ne sont pas forcément des gens qui sont dans l'idée de manipuler aisément ce type de choses. Et ils ont le droit, comme tous les autres, comme tous ceux qui, eux, sont des geeks, d'accéder à l'information. Donc si vous ne mettez pas la boîte aux lettres, c'est sûr qu'on perd... la preuve, le résultat est là, et on l'a déjà vu par le passé, c'est un vrai sujet, et quand on veut nous faire passer les bulletins de vote, on nous les passe par la boîte aux lettres, hein, pas par Internet, pas encore, parce qu'on sait que ça ne marche pas bien. Et également les panneaux lumineux, qui eux sont visuels, qui ont été exploités. Oui, mais aussi, mais je vous dis, depuis quand j'ai pas regardé vos panneaux lumineux? C'est dommage. Parce qu'on n'est pas, enfin, c'est pas une obligation de descendre dans la rue et de regarder un panneau lumineux. Par contre, on va tous dans nos boîtes aux lettres. Non, mais c'est une question d'équité, tout simplement, et de s'assurer que tout le monde peut avoir l'information. C'est vrai que l'importance du sujet, comme l'a rappelé Bruno, fait qu'il faut multiplier les canaux et utiliser la totalité des canaux de communication. Voilà, on parle d'écologie, d'énergie renouvelable, c'est fondamental. Donc on ne peut pas se contenter de quelque chose qui soit comme ça, en un temps très bref, avec des canaux très limités par leur typologie.
je ne l'ai pas là, mais à l'occasion, je pourrais vous faire avoir des statistiques du taux, par exemple, de l'application Épernon. Il y a un taux de connexion d'Esperoniens qui sont abonnés à cette application qui est très important. Donc je suis d'accord avec vous qu'on ne touche pas 100%, mais vraiment on en touche beaucoup quand même. Vous répondez beaucoup. Ce qu'il faudrait, c'est que vous voulez... Pour les sujets sérieux, on n'est pas tous calés derrière notre téléphone sur des petits écrans. Et c'est pas absolument pas ce que je suis en train de dire. Et là, on a le numérique, on n'a pas de réponse. On fait le constat. Monsieur Bonnet, j'en reste juste à ce qui a été fait, c'est-à-dire ce document, qui était le document qui était sur le site et sur la page Facebook. Vous pensez que quand les gens ils vont avoir lu ces 10 lignes, ils vont comprendre les choses? J'ai cliqué dessus. Par hasard, je l'ai découvert par hasard. J'ai été cliqué dessus. J'ai eu une carte. Je vais vous grossir. La carte, on n'y voyait rien du tout. Rien du tout. Alors, je ne dis pas que c'est votre faute, hein, mais on n'y voyait rien du tout. J'ose imaginer que vous, adjoint à la com, vous avez testé avant pour voir si ça marchait ou pas, enfin, me semble-t-il. Mais on n'y voyait rien, et ça, c'est technocratique que ça n'en peut plus, quoi. Copier-coller. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que vous avez vu en rouge exactement ce qui est très marqué. Et là, c'est très lisible. Oui, justement parce que la carte n'était pas très lisible. Et l'encadré rouge, il est bien précisé. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Parfait, monsieur Bonnet, absolument pas. Je suis en train de dire je suis d'accord avec vous. Ah, c'est gentil, merci. Non, mais on connaît nos habitants. On connaît nos habitants, et excusez-moi, je suis convaincu que la plupart des habitants, en effet, si tant est qu'ils aient accédé à ces documents par des voies numériques, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment bien compris tous les enjeux. Et voilà, c'est pas qu'ils sont forcément incapables de comprendre, mais là, en effet, c'est un langage extrêmement juridique, très très technique, et ben les gens ont besoin aussi qu'on se mette à leur portée, parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre ça. Et il faut se mettre à la portée des gens, et ça s'appelle de la pédagogie. Ok. On passe au point 5.2. On a voté. Hein. On y va. Motion concernant les projets de cartographie des communes de Hanche, Dreux-sur-Doët, Écraunes et Gad dans le cadre des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Rapporteur, Madame Armelle Théron-Caplin. Considérant la volonté nationale d'accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, l'éolien et la méthanisation, considérant que l'article 15 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable introduit la création dans chaque commune française de zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, considérant le porter à la connaissance de l'État concernant l'élaboration des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, considérant que les zones d'accélération identifiées par les communes et coordonnées par les communautés de communes sont arrêtées par le référent préfectoral de l'État à l'échelle départementale, considérant le caractère semi-rural de la commune d'Épernon avec la présence de terres agricoles situées sur les communes de Hanche, Dreux-sur-Drouët, Écraunes et Gad, nécessitant de ne pas impacter les Sparnoniens riverains des dites terres avec des équipements présentant de fortes nuisances, notamment visuelles ou olfactives. Considérant les installations de production d'énergie éolienne qui seraient programmées sur les communes de Hanche, Dreux-sur-Drouët, Écraunes et Gad, sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à adopter la motion suivante. Il est demandé à la communauté de communes des Portes-Aureliennes d'Île-de-France de tenir compte de cette situation lors du débat spécifique qui aura lieu au sein du conseil communautaire. Il est demandé aux représentants de l'État et au comité régional de l'énergie de prendre en compte ces éléments en limitant tout projet d'implantation, d'installation de production d'énergie éolienne en limite du territoire de la commune d'Épernon. Il est demandé aux représentants de l'État et au comité régional de l'énergie de prendre en compte ces éléments en limitant tout projet d'implantation, d'installation de production d'énergie photovoltaïque et méthaniseur qui se situerait sur les communes de Hanche, Dreux-sur-Drouët, Écraunes et Gad, en mitoyenneté des habitations de la commune d'Épernon. Voilà, monsieur le maire. Voilà, bah écoutez, c'est ce que vous disiez, Madame Charrier, tout à l'heure, justement. Je fais cette mention pour ce sujet-là, justement, pour éviter l'éolien et puis les méthaniseurs, quoi.
Mais même, là, si on prend le cas du photovoltaïque de Hanche, qui est en l'état une idée intéressante, évidemment, quand on regarde l'impact sur l'environnement pour les maisons à côté, alors pas forcément visuel, mais sur un impact au sens large, notamment la circulation de l'air, etc. Il y a déjà des gens qui ruent dans les brancards en disant « mais moi, j'habite pas Hanche, par contre, moi, je suis la victime c'est pas visuel, hein, là, c'est plutôt des problèmes de courant d'air qui vont se mettre en place parce qu'on rase des zones importantes de végétation. Donc le sujet, il est déjà chez nous. Et il ne concerne pas que l'éolien. Bon, l'éolien, alors c'est exponentiel, puisque les éoliennes, on en a parlé l'autre jour, c'est à des dizaines de kilomètres à la ronde qu'on les subit, donc c'est un problème beaucoup plus lourd évidemment que le voltaïque. Mais on a déjà ce problème-là à nos portes, et la question se pose. Il y a déjà des habitants qui ruent dans les brancards en disant « mais demain, ma maison ne vaut plus, je vais me cailler dans mon jardin, etc. » Donc le problème est déjà là. Eh oui, mais bon. Je ne sais pas ce que ça va devenir d'ici 30 ans, 40 ans, mais je crois que ça ne va pas être joli à voir. Ça va pas être joli à voir. Parce que suite à ça, il y a des déchets. Je sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Pardon, je voulais savoir pourquoi utiliser l'expression « en limitant tout projet ». Quand dans l'expo, il est demandé aux représentants de l'État, etc., de prendre en compte ces éléments en limitant tout projet d'implantation, dernier paragraphe, également en limitant. Donc on ne parle pas d'interdiction. Limiter, c'est autorisé, mais... Mais il est vrai, oui. C'est la communauté de communes pour de toute façon. En interdisant, Après, est-ce qu'on peut... Moi, je te laisse la parole, mais je regrette que vous ne nous ayez pas en préambule présenté la cartographie des communes concernées. Puisque vous dites que pas d'éolien, enfin en gros vous dites quand même qu'ils ne peuvent rien faire. Hein. Sur 2 chapitres, vous dites pas d'éolien, pas de méthaniseur, pas de photovoltaïque, rien. Rien. Rien parce que nous ici on va être tranquille. C'est ce que vous dites dans les 2 chapitres. Donc je regrette parce que ça aurait permis peut-être à tout le monde ici de comprendre pourquoi cette motion. Est-ce que l'éolien est là, pas là? Est-ce que les méthaniseurs sont juste au bout de la rue, etc. Donc ça je regrette. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Et réellement, les 2 derniers chapitres, je ne sais pas si vous les avez lus avant de les envoyer, mais ils n'ont rien le droit de faire. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, dans la loi, il est indiqué que à partir du moment où les choses seront votées et à partir du moment où elles vont s'engager, chaque commune qui développera des projets sur sa commune, sur les 3 thématiques qui sont visées par cette loi-là, les maires devront travailler ce projet-là avec les maires des communes à côté. C'est la loi. Donc on ne pourra pas dire, moi je fais de l'éolien, tu t'en veux pas, ben tant pis pour toi, c'est chez moi. Non, ils devront travailler ensemble. Et là, ces questions-là, de fait, seront fortement échangées et débattues. Je le rappelle parce que c'est important. Et puis, derrière, j'ai 2 remarques supplémentaires par rapport à cette motion. Ça fera 3 avec celle que je vous ai dit sur les 2 derniers chapitres, mais 2 remarques et une proposition. Première remarque, c'est que nous regrettons fortement d'avoir reçu cette motion dans le dossier comme ça. J'aurais apprécié que, moi je ne suis pas membre de la commission urbanisme, je ne suis pas membre de tout ça, et j'aurais apprécié en tant que élu d'un groupe qui n'est pas dans les commissions, d'être prévenu que vous envisagiez de déposer une motion et qu'on puisse en parler. En général, c'est la règle pour les motions. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on en échange avant, parce qu'on peut aussi co-construire les motions. C'est toujours mieux de co-construire que de voter uniquement. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, qui à mon sens est plus grave, c'est que j'ai la certitude qu'il n'y a pas eu de rôle, vous n'avez pas prévenu les autres communes que vous alliez faire une motion. Et je trouve que c'est pas bien.
Et en tout cas, je pense que ça va... Alors écoutez, je reconnais ce que vous dites. On peut toujours l'enlever, cette motion ce soir. Moi, je demande à tout le monde. Mais je terminerai quand même ce que j'ai à dire. Vous en êtes d'accord? Moi, je veux bien. Je terminerai ce que j'ai à dire parce que je pense que au-delà du conseil de notre commune, c'est toujours important et je ne peux pas imaginer qu'on ne prévienne pas les collègues de ce qu'on va faire alors que leurs communes sont concernées. Moi, je serais maire d'une commune à côté, je pense que j'apprécierais pas beaucoup. Même si on est en désaccord, mais j'apprécierais pas beaucoup. Ça, c'était la deuxième remarque. La troisième, la proposition que je voulais vous faire, parce que vous avez la volonté dans cette motion de protéger les Sparnoniens de toute nuisance liée aux communes limitrophes. Or, quand je regarde le territoire et la géographie, je me dis, mais alors, c'est pas tous les Sparnoniens qui vont être concernés. Il n'y en a qu'une partie. Puisque il n'apparaît pas là-dessus, par exemple, les communes de Rézeux ou de Saint-Hilarion. Puisque le département 78 à côté, lui aussi, est soumis à la même loi que nous. Je ne connais pas la cartographie, mais est soumis à la même loi que nous. Malheureusement, M. Estampe, nous avons essayé d'obtenir les cartographies, mais comme vous le dites avec justesse, ce n'est pas le même département. Non. Et ce n'est pas la même région, et nous n'avons pas accès. Mais je déplore parce que nous nous sommes posé la question. Nous en avons même parlé en commission. Je pense qu'on peut le trouver sur le site national. Mais au-delà de ça, ça n'empêche pas que s'il y a une crainte potentielle compte tenu qu'il n'y a pas d'information, pourquoi mettre une partie de la commune et pourquoi pas mettre l'autre partie de la commune? C'est-à-dire ceux qui habitent rue de Cadie, ceux qui habitent la rue après le cimetière, etc., ben eux, ils ne seront pas protégés. Moi, je vais jusqu'au bout. Si vous voulez protéger tout le monde, on met tout le monde. On met tout le monde, on met rien. Maintenant, mettre que Épernon se refuse à voir que les communes d'à côté ne pourront faire rien dans les 3 domaines qui sont proposés, de quel droit on leur demande, nous en général, si on les gêne, qu'on fait quelque chose? Ben, on peut faire le débat sur l'éolien, je partage ce débat sur l'éolien, je partage le débat sur la méthanisation, je partage tout ça, mais j'ai dit tout à l'heure qu'on a bien tous à l'esprit, je me mets dedans quand je dis ça, attention, on veut toujours bien qu'il y ait des aménagements qui soient faits, mais jamais à côté de chez nous. Et je me mets dedans. Alors écoutez, j'entends, il n'y a pas de souci, si vous êtes d'accord tous, on remet cette motion le mois prochain. On en discutera. On est d'accord? C'était notre proposition. À partir C'était notre proposition de le reporter. À partir du moment où on la remet... On fait comme ça. On la remet sur la table, on la laisse pas dans un tiroir ensuite, parce qu'après on serait victime pour le coup. Oui, non, on est d'accord, madame. Ok, je vous entends. Donc je vous demande ce soir, c'est que on reporte. D'accord? Vous êtes tous d'accord? Vous êtes pour l'ensemble? On y va comme ça. Pas de souci. Maintenant, on va passer au point 5.3, acquisition de portions de terrain non bâties cadastrées AB, numéro 53, rapporteur Armel Théron-Caplin. Alors, considérant la nécessité de créer un fossé de drainage destiné à recueillir les eaux de ruissellement et évitant les écoulements d'eau et de boue sur les habitants de route de Boulard, considérant l'acceptation faite en date du 10 février 2023 par la famille Feldkircher, représentée par Madame Catherine Feldkircher, pour cession à la commune de la parcelle AB 053 d'une surface de 248 mètres carrés, cette acquisition communale étant destinée à devenir un domaine public. Vous avez le montant, soit parcelle AB 53, surface 248 mètres carrés. Prix hors taxe au mètre carré 0,86 centimes. Donc prix hors taxe 213,28 €. Considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme en date du 23 octobre 2023, considérant le plan de division du géomètre ci-dessous, donc la parcelle est 0,053. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver l'acquisition de la parcelle AB numéro 53, conformément au plan ci-dessus, d'une surface totale de 248 mètres carrés pour une valeur de 213,28 € hors taxe. Chargez Monsieur le maire ou son représentant de prendre tout acte et de signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Voilà, Monsieur le maire.
Bon, ben, comme vous pouvez voir, c'est sur le plateau de la Diane, hein, c'est la continuité du fossé. Voilà, j'ai des questions à poser ou on passe au vote. Allez-y. Oui, j'ai une question. On voit sur le plan, il y a plusieurs bandes. Oui. D'accord. On est propriétaire des autres morceaux? Les autres, là? Oui, les autres bandes qui traversent le fameux fossé. Parce que si on est propriétaire de celle-là, ok, mais les autres? Ah, c'est tous ces terrains, monsieur Théva. Les autres, c'est tous la famille Thévard, comme on en a discuté lors de la commission, on vous l'a dit. Et oui, mais on n'est pas propriétaire de ça non plus, du coup. Non. On peut le faire sans être propriétaire, alors. Une autorisation qu'on demande. L'autorisation qu'on a simplement avec lui. C'est ça. C'est ça. D'accord. Ok. Moi, j'en profite pour poser une question de savoir où est-ce qu'on en est sur les deux aspects, loi sur l'eau et sur les fouilles archéologiques. Bah, actuellement, les fouilles vont se faire. Maintenant, on attend le résultat, quoi. Donc, elles vont se faire. Ouais. Elles se font quand? Ça va durer quelle période? Bah, les délais, je ne connais pas trop. Ça va. Hein? Lundi prochain. Ça commence lundi prochain. Les fouilles. Et ça dure combien de temps? 2-3 mois, je pense. Non? Moins que ça? Monsieur Poupin, il est au fond. Ça dépend de ce qu'on trouve, je suppose. Et sur la loi sur l'eau, on en est où sur le sujet des autorisations en loi sur l'eau? Bah, on attend le résultat, quoi. Après, les fouilles archéologiques, quoi. Lorsqu'on aura C'est autorisé. Il y a un Hein? affichage. Ouais, c'est affiché. L'autorisation, elle est faite, c'est affiché. C'est affiché. Donc, il n'y a plus de souci. Loi sur l'eau, on est autorisé. Oui. Ouais. D'accord. Doucement, 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 doucement. Pas. Vas-y. Doucement. Juste dire que, effectivement, on s'aperçoit que ce terrain, j'ai le sentiment qu'il avait échappé à tout le monde. En tout cas, effectivement, quand on avait posé la question à l'époque, on nous avait dit que les terrains appartenaient à Thévard, que la commune achèterait les petits bouts qui auraient été aménagés après, etc., etc. Et ce petit bout de terrain est arrivé. Ça démontre bien qu'engager des travaux sans autorisation et de le faire sur un terrain qui appartient pas non plus à M. Thévard, c'est quand même un peu fort de café quand même. Bon, on passe aux affaires scolaires. On passe au vote, au fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Affaires scolaires. Convention d'utilisation des locaux des écoles maternelles et élémentaires de la Billardière pour l'école périscolaire et extrascolaire par la communauté de communes des Portes Auréliennes. Madame Bonvin. Merci, monsieur le maire. Donc, convention d'utilisation des locaux des écoles maternelles et élémentaires de la Billardière pour l'accueil périscolaire et extrascolaire de la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France. Considérant que les locaux des écoles élémentaires et maternelles de la Billardière sont la propriété de la commune d'Épernon, considérant que dans le cadre de ses compétences, la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France organise un accueil périscolaire et extrascolaire, considérant que des corrections relatives au métrage des locaux ont été apportées aux conventions signées le 1er avril 2022, considérant la demande de la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France d'établir une convention ayant pour terme le 31 décembre 2026, les présentes conventions ont pour objet l'utilisation des locaux et espaces de jeu des écoles élémentaires et maternelles de la Billardière par la communauté de communes. Les conventions prévoient l'utilisation des locaux pour l'accueil de loisirs extrascolaires les mercredis et les petites vacances scolaires de 7h30 à 18h45 et pour l'accueil de loisirs périscolaires les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h45 et les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h45. Les présentes conventions sont conclues pour les exercices comptables 2024, 2025 et 2026. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver les projets de convention annexés à la présente délibération et autoriser monsieur le maire ou son représentant à les signer, ainsi que toutes les pièces afférentes.
Vous avez les projets de convention en pièce jointe. Vous avez des questions à poser là-dessus? Non. Bon, on passe au vote. C'est des mises à jour, hein, tout ça? Oui. Hein? Ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil. Merci. Maintenant, on va passer à la convention d'utilisation des locaux de l'école primaire Louis Drouet pour l'accueil périscolaire et extrascolaire de la communauté de communes des Portes Aurélien. Oui, donc là, c'est la même chose pour Louis Drouet, avec les mêmes horaires, les mêmes conventions, les mêmes considérations. Et je vous demande si vous êtes d'accord pour approuver les projets de convention annexés à la présente délibération et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à les signer ainsi que toutes les pièces afférentes. C'est bon? On passe au vote. Je voulais juste faire une petite remarque. C'est sur accès des agents et du public aux locaux. On voit si les enfants venaient à pénétrer l'enceinte des bâtiments scolaires sans autorisation, les agents de l'accueil de loisirs les signaleront à la commune afin qu'un courrier d'avertissement leur soit adressé aux parents, j'imagine. Oui, et on retrouve ça partout, c'est tout. Voilà. Ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil. Merci. On va passer au point 7, police municipale, convention forfait poste stationnement, FPS, 2024-2026, avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Rapporteur, Christine Abeger. Bonsoir. Considérant la poursuite de la mise en œuvre des objectifs de la politique de stationnement de la commune, considérant l'obligation pour la commune de renouveler la convention actuelle avec Entaille pour le traitement des FPS à compter du 1er janvier 2024 au 31 2026, donc je vous expose que cette convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles l'Entaille s'engage au nom et pour le compte de la ville d'Épernon à notifier par voie postale l'avis de paiement du forfait poste-stationnement, FPS, initial ou rectificatif au domicile du titulaire, du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l'acquéreur du véhicule, conformément à l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales. Elle prévoit également les modalités d'accès au système informatique du service du forfait de poste-stationnement de l'Entaille, ainsi que les modalités selon lesquelles l'Entaille s'engage à traiter en phase exécutoire les FPS impayés. Les conditions et les modalités de gestion de la précédente convention sont reprises dans leur intégralité. Cependant, des modifications subsidiaires ont été apportées. L'obligation de présence du logo de la commune sur les avis de paiement des FPS, l'actualisation de la tarification pour tenir compte du nouveau marché d'éthique de l'Entaille et de l'industrialisation des processus d'affranchissement. Sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la convention FPS 2024-2026, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Cette convention est renouvelée tous les 3 ans. Et elle existe depuis 2018. Et là, on demande l'obligation de la présence du logo de la commune. Hein, c'est ça qui actuellement n'y est pas. Voilà. C'est ça? Oui. Et l'actualisation de la tarification. Voilà. C'est ça. C'est le rajout de la convention. Oui, ça c'est l'État. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des questions à poser là-dessus? Oui, moi j'aimerais bien savoir quelle est la politique envisagée concernant le stationnement payant dans la ville. Est-ce que vous avez dans l'idée d'élargir les choses et de toucher notamment le centre-ville, qui le pauvre souffre déjà terriblement, du fait que les gens n'y viennent plus, ou est-ce que vous envisagez de rester stable dans l'espace par rapport aux zones qui sont les plus fréquentées, qui sont peu, qui sont pas des zones, on va dire, entre guillemets résidentielles? Je pense que pour le centre-ville, il passe régulièrement. Parce que oui, mais il n'y a pas de là, on est sur un stationnement non payé, au départ non payant, donc c'est pas difficile de mettre un disque dans sa voiture. Ça, c'est pas très compliqué. Que si, par moment. Même si, oui, parce qu'en fait, souvent on reste peu longtemps et du coup. Mais je voulais juste m'assurer du fait que derrière tout ça, il n'y a pas la volonté
d'élargir la zone de stationnement payant dans Épernon. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Voilà, on n'envisage pas pour l'instant. Ok, merci. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, informations diverses. Alors, le conseil municipal du 11 décembre est reporté au 12 décembre. Parce que je ne suis pas là le 11. Je tiens à m'en excuser. Si vous en êtes d'accord, pas de souci. Je vous remercie. Vous avez les dates aussi, là, de l'agenda des conseillers municipaux. Voilà, du conseil municipal, je veux dire. Le prochain conseil municipal, ça sera le 12, c'est ça. Et j'ai l'agence Spirale Architecture qui va venir pour vous parler des travaux d'Épérial, avec tous les lots qui ont été, voilà, on travaille dessus, et ils viendront, voilà, chiffrer et tout. Donc il y aura un petit moment avec Monsieur Balmy qui viendra vous présenter tout ça. Ok? Maintenant, il y a les rapports d'activité. Qu'est-ce qu'on... Allez-y, allez-y. Non, c'était juste pour donner à ma collègue Théron Kaplan l'adresse macarte.ign.fr. Vous aurez toutes les cartographies UNR de toute la France. Madame Théron Kaplan. Ok. Bon, on vous a remis les rapports d'activité Citreva et les rapports d'activité de Sictom. Vous les avez vus? Vous avez regardé? Vous avez lu? Oui, pas de questions là-dessus? Juste concernant le sitcom, comment font les Sparnoniens pour se faire remplacer leurs poubelles? Il faut passer... C'est le sitcom ou c'est la ville? Oui, non, vous passez par monsieur Denis Durand, justement, qui est délégué, ainsi que monsieur... Appelez directement. Le sictom. Sictom. C'est le sictom direct. C'est ça. Et... Ok, voilà, c'est juste une simple question. Ok, d'accord. Voilà, bon, dans les informations... Allez-y. Alors, je vous ai envoyé effectivement tardivement parce qu'il faut un peu de temps pour travailler, comme on l'a dit, un certain nombre de questions diverses. Indépendamment de ce dossier, pour lequel j'attends réponse donc pour le prochain conseil municipal, j'ai essayé de vous synthétiser tout un certain nombre de choses qui me venaient en tête ou qui m'interrogent, notamment la question des tribunes libres. Alors là, je signale, et j'aimerais que ce soit clair, il y a une mention fausse en bref, la mention me concernant est juste fausse. J'ai pas envoyé de tribune, donc voilà. Et vous savez pourquoi, et je tiens à ce que ce soit abordé, c'est-à-dire qu'on n'est pas en conformité avec la loi, donc à un moment donné, voilà, notre règlement n'est pas conforme. Donc il va falloir travailler cette question. Je peux apporter, s'il vous plaît, Madame Charrier, une réponse. Je vais vous lire exactement ce qui est marqué dans le en bref. La tribune de Madame Charrier ne nous est pas parvenue dans le format respectant le règlement du conseil municipal et ne doit donc pas être publiée. Votre tribune ne nous est pas parvenue. Non, il y a écrit la tribune ne nous est pas parvenue dans le format. Alors vous dites la tribune ne nous est pas parvenue, point final. Ne nous est pas parvenue, point final. Pas dans le format. Vous mettez la tribune ne nous est pas parvenue, point final. Par ailleurs, je vous remercie de m'appeler Hélène Charrier, comme vous me l'avez d'ailleurs promis, parce que vous n'avez pas le droit de m'imposer de m'appeler Madame Charrier. Et les gens ici me connaissent, mon état civil c'est Hélène Charrier, c'est pas Madame Charrier. Voilà. Ben oui, mon état civil c'est pas Madame Charrier, je regrette infiniment, c'est Hélène Charrier. Et par ailleurs, voilà, il y a un vrai problème de règlement, il y a un vrai problème de conformité aux usages nationaux. Voilà, donc j'attends réponse sur ce sujet la prochaine fois. J'ai abordé aussi un certain nombre de questions liées au patrimoine, comme d'habitude. D'abord parce que la situation de l'Église, il y a encore eu, vous le savez d'ailleurs, parce que je crois savoir que vous avez été prévenu, m'a-t-on dit, de nouveaux incidents qui sont quand même plus que regrettables concernant les fuites de l'Église. Je ne parle pas de l'état de Chenot. Je regarde pousser l'herbe tous les jours en me disant à un moment donné, ils vont l'enlever ou pas, etc. Voilà. Donc j'attends aussi réponse sur toutes ces questions que je vous ai posées concernant toujours ce problème de l'Église. Idem concernant la maison à pans de bois et les dangers dans lesquels on se met de plus en plus, et puis certaines observations.
Voilà, idem pour les questions qui concernent le problème du salpêtre dans les pressoirs, qui n'est pas du tout anodin. Alors, si vous ne le voyez pas, le salpêtre, c'est juste tout ce qui est en train de se mettre blanc. Enfin, quand les murs des pressoirs deviennent blancs, c'est juste du salpêtre. Et quand ils se délitent, c'est juste le salpêtre. Voilà. Bon, je vous laisse creuser ce sujet. Voilà, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Il y a la question de l'état généraux de nos 3 monuments historiques pour une petite cité de caractère. Moi, je suis troublée qu'on nous appelle encore petite cité de caractère, même si... Enfin, qu'on ait le label, en fait, eu égard à l'état de nos monuments. Je suis troublée aussi de voir qu'après une tempête, alors qu'il y a une bâche sur un monument fragile, on met autant de temps durant lequel on a largement pu surveiller l'évolution de l'entrée du vent dans la bâche. Enfin, donc c'est des questions, je vous ai posé toutes les questions en une fois, comme ça c'est peut-être plus simple. Voilà, il y a aussi les aspects de comment est-ce qu'on a pu passer à côté du problème des fouilles et de la zone archéologique précieuse sur laquelle on va faire des fossés. Voilà, avec une petite... je m'interroge toujours sur... Enfin, comment tout ça s'est architecturé au fil du temps pour qu'on en arrive à des situations comme celle-là. Voilà, puis il y a aussi le projet de la maison Châle qui, moi, me laisse rêveuse. Et au bout d'un moment, le problème, c'est que ça s'accumule. Voilà, et par ailleurs, je m'interrogeais sur le fait que qui est cet architecte du patrimoine qui s'occupe des Pernons. Voilà, parce que moi je ne l'ai pas vu. Je parle pas de ceux qui travaillent précisément sur la maison à pans de bois ou sur l'église. Donc je vous ai posé des questions, un certain nombre de questions pour lesquelles j'attends juste réponse au prochain conseil municipal, si vous voulez bien. Voilà, ce sont des questions qui intéressent tout le monde. Et qui sont centrales pour une ville comme la nôtre, puisqu'on n'est pas une ville anodine dans le registre. Et en plus, il y a une souffrance terrible, que je ne sais pas si vous en avez conscience, mais que ce soit dans la vieille ville ou au centre-ville, il y a quand même une très grande souffrance des gens qui commencent à fatiguer de voir la ville, ils le disent, se dégrader sur ce terrain-là. Mais attendez, Madame Charrier, là, c'est catastrophique ce que je dis. Sans cesse, vous nous remettez ça sur la table. Mais monsieur le maire, quand... Mais madame, ça se fait pas en un jour. La maison à pans de bois, on est dessus. En 2024, on va faire la façade. Non, mais madame, j'ai posé des questions. L'église est surveillée, on a les services techniques qui viennent. Oui, les services techniques viennent, mais monsieur le maire... On est des incompétents, madame. Monsieur le maire... On est des incompétents. Je ne sais pas, je constate. Je constate que... Vous constatez, c'est votre constat, Madame Charrier. Mais mon constat, c'est que quand au cours d'une cérémonie, vous avez des gens qui doivent s'écarter de leur banc parce qu'ils prennent de l'eau sur la tête descendant d'un plafond du XVIe siècle, il y a un moment donné, il faut se poser des questions quand on est servi. Quand on enlève en plus les crédits pour boucher les trous dans la voiture. Et il y a un moment donné, on est à ce point-là. Mais oui, monsieur le maire, vous avez... Monsieur le maire, vos services... Madame Charrier. Oui, monsieur le maire, vos services ont été prévenus. Vos services ont été prévenus. Enfin, il y a des témoins ici dans la salle. Hein. On est plusieurs témoins dans la salle. Je vais leur demander de cet événement. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais il suffit de rentrer dans l'église après un orage. Hein. Il suffit de passer déjà le sas nord, il est déjà plein d'eau. Il suffit de regarder l'état des murs. La bâche sur la chapelle Notre-Dame, elle n'existe pas, par exemple. C'est un fantasme. La poutre de gloire qui est en train de se... En fait, quand vous allez démonter tout ça, on va découvrir quoi? De la mérule? Moi, j'en sais rien, c'est pas moi qui gère le dossier. Je vous ai toujours dit que vous aviez... On a eu un diagnostic de l'architecte. Il n'empêche que... Il n'en a pas été jusque-là. Il n'empêche que... Il n'en a pas été jusque-là. Il n'empêche que... Il y a une réalité qui est que les choses se dégradent, que les gens le voient. Mais regardez les chéneaux attendez, l'architecte qu'on a missionné, alors c'est qui ce monsieur alors? Je sais pas, c'est pas... pas bien. Mais à part vous, les autres savent pas. Monsieur le maire, c'est pas la question de savoir. La question, c'est de... Demain, j'envoie les services techniques à l'église pour constater ce que vous venez de me dire ce soir. Monsieur le maire, alors, il pleut pas sur commande sur les gens, premièrement. Voilà. Monsieur le maire, vous avez, dans une cérémonie, il y a plus de 100 dans une cérémonie, il y a plus de 100 personnes. Moi, heureusement, c'est arrivé pendant une simple messe, comme je vous le dis dans mon courrier. Imaginez que ça arrive sur des gens au moment d'un enterrement. Mais comment, moi, je ne comprends pas comment, au bout de tant d'années, depuis qu'on sait qu'il pleut dans l'église, qu'on prend l'eau, comment on en est encore à la case quasi départ. Je ne comprends pas comment on nous explique que les chéneaux ont été nettoyés, etc., et qu'il y a de l'herbe haute comme ça
haute comme ça, dans les chéneaux de la rue de Saint-Pierre. Mais il suffit d'ouvrir les yeux, monsieur le maire. Il n'y a pas besoin de faire du cas. C'est sous nos yeux. Il faut écouter les gens qui rentrent. Il faut, le salpêtre sur les murs des pressoirs, regardez-le, il est sous vos yeux. Les pierres qui se délitent à l'extérieur du mur pourri de salpêtre, il suffit d'aller les regarder. C'est pas compliqué. Quant à la maison à pans de bois, un échafaudage qui reste aussi longtemps sur une maison à pans de bois, c'est du délire. Écoutez, moi j'envoie les services techniques demain, je leur demande de regarder. Oui, mais ça c'est leur boulot quotidien normalement, et je vous demande juste de répondre. Voilà, j'ai mis toutes les questions en une seule fois sur un document. Je vous demande, au prochain conseil, de répondre à toutes ces questions, y compris la question du projet Châle. Ce soir, j'ai M. Poupin qui est là ce soir, là. Il s'en occupe. Il est là. Il vous entend. Attendez, l'air, elle met combien de temps à pousser, votre avis? Elle met pas 3 minutes et demie, hein? Mais non, mais je suis pour rien, monsieur le maire. C'est pas le retour qu'on me fait. Mais monsieur le maire, vous savez, le retour aussi, vous savez le retour, moi, quand il y a une tempête maintenant, quand il y a une tempête, un orage, un machin, je vais dans l'église et je regarde ce qui se passe. Quand je vois l'herbe qui commence à pousser comme ça dans le chéneau, j'y retourne le lendemain matin pour voir ce que c'est, et le surlendemain, et le surlendemain. Quand il y a une tempête qui s'infiltre, mais vous voulez les films de l'air qui s'engouffrait de la bâche de la maison à pans de bois 6 jours après la tempête? Oui, je sais, 7 jours plus tard. 7 jours plus tard. Mais alors, écoutez, ne dites pas mes noms parce que je vais vous faire très simplement. Vous savez que comme, malheureusement pour vous, c'est mon quartier d'habitation et que je marche à pied dans ma ville, vous savez, je passe tous les jours devant. Et vous savez, j'ai une sale manie. C'est aussi d'avoir des appareils photo à la main. Donc, la bâche, je regrette, on l'a vu se dégrader pendant 6 jours. Elle est dégradée depuis déjà des semaines, elle est dégradée depuis cet été, et elle est restée une semaine avec l'air qui s'engouffrait dedans. Et est-ce que vous vous mettez à la place des voisins? Bon, écoutez. Allez. Donc j'attends juste réponse à mes questions la prochaine fois. Je voudrais juste dire quelque chose. C'est vrai qu'on parle très souvent de l'Église et ça me donne le sentiment qu'on n'avance pas sur le sujet. C'est vrai que moi je mets ça en perspective par rapport à mes voisins ou à Néron qui sont des tout petits villages qui sont en train de refaire complètement leur église. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Hein. J'imagine bien qu'ils sont allés chercher les subventions pour ça. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à régler ce problème. Quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Et comment on peut mettre autant d'argent dans des chapelles, dans le cimetière, 66 000 € pour 3... Enfin, moi, je cherche toujours la raison des 66 000 € pour les extérieurs de 3 chapelles comme celle-là. Franchement, moi, je ne travaille pas avec ces gens-là. Hein. Et 17 000 € sur un vitrail à la mairie. Et autant d'argent qu'on a pu mettre dans la mairie. Et comment on n'est pas capable, pour des fuites de toiture, bon sang, sur un monument historique avec un plafond qui est en train de se dégrader, un plafond historique que tout le monde nous envie et qui est en train de se dégrader comme aucune génération ne l'a fait avant nous. Moi, ça me fait honte. Bon, ok. En venant au conseil ce soir, en arrivant sur le parking, il y a des barrières devant la maison. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe sur cette maison, s'il vous plaît? Alors moi, je pense que M. Poupin va vous répondre, s'il peut se permettre. Pas de souci, oui, bien sûr. M. Poupin, vous pouvez intervenir à ce sujet-là? À quel endroit les barrières? En bas de la rue des 07, sur la dernière maison, à l'angle du parking. Il n'y a pas d'héritier. Il y avait déjà des ardoises ou des tuiles qui tombaient. C'est des tuiles. Voilà, c'est ça. Donc on a dû remettre les barrières. Alors, cette maison, effectivement, elle est fermée depuis des années. On avait déjà connu, il y a une époque où M. Poupin n'était pas là, encore, des barrières sur la même maison côté parking. Et à l'époque, quand... pour ceux qui sont anciens élus, on avait évoqué cela avec l'ancien maire et il nous avait été répondu qu'on avait cherché, qu'il n'y avait pas de propriétaire et que... Ah, il y en a? Bon, c'est parfait. Donc, est-ce que le nécessaire va être fait pour ces propriétaires? Parce que si un jour la maison tombe, ça serait dommage, quoi. Nous avons recommencé les recherches. Il y a toujours une propriétaire vivante. C'est bien. D'accord. Sauf qu'elle est sous tutelle ou sous curatelle. D'accord. Et on a demandé les documents et pour l'instant, on est en attente de retour les documents. Merci de cette information. Voilà. Et le notaire qui s'occupe du dossier nous a clairement dit que la succession précédente était close
Or, nous avons eu le mari d'une héritière potentielle qui va très mal, c'est pour ça que c'est le mari qui nous a répondu, qu'il ne comprenait pas parce que sa femme, en principe, avait renoncé à la succession. Donc la succession ne peut pas être close. Donc il faut vraiment qu'on retravaille le sujet. Voilà. Je vous remercie de votre réponse. Je l'entends comme telle, vous n'étiez pas dans le précédent mandat, mais quand on entend ça et que j'entends les réponses qu'il y avait eu dans le précédent mandat, je me dis, mais on est où, quoi? Parce que c'est fou. Mes anciens, non pas par l'âge, mais par la présence dans le Conseil, j'espère, se rappellent de ces débats qu'on avait eus. Et là, j'avoue que je suis assis, mais sinon, je pourrais tomber de ma chaise des fois, quoi. Je sais plus. Pareil, je ne vais pas refaire le débat de Madame Charrier, mais l'Église, on en parlait dans le précédent mandat aussi. La Maison Pan-de-Bois, on en parlait dans les précédents mandats avec un S. Moi, j'ai juste arrêté en vous lisant juste une phrase, une citation de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Je vous suggère d'y réfléchir. Et j'aurais juste une dernière question dans le registre des choses un peu désagréables. Alors c'est une simple question. J'ai découvert sur la page Facebook de la ville qu'il y avait eu un hommage pour cet enseignant assassiné, comme on le sait. Et je voulais juste, j'ai retrouvé aucun message sur le sujet. Donc je veux juste savoir par quel biais vous avez invité les élus à s'y rendre. Alors, il y a eu la communication Facebook et tous les élus ont reçu également cette information par email. Moi, j'ai tout vérifié, c'est curieux parce que normalement, je reçois les convocations aux commissions, je reçois les convocations aux conseils municipaux, je reçois les convocations, les informations du conseil communautaire, je reçois les informations de nos sénateurs, je reçois les informations de mes clients, je reçois les informations de mes enfants, mais celle-là, il y a quelqu'un, c'est quand même pas la première fois, et ce serait bien que ça se renouvelle pas, parce que franchement, alors, s'il vous plaît, même en devant... Est-ce que votre adresse mail, est-ce que je peux me permettre de communiquer votre adresse mail? C'est la même que d'habitude. Hein. Alors, vous l'avez reçu le 1er décembre 2022 à 17h12, cette invitation. 1er décembre, je l'ai pas dans 2023, pardon, excusez-moi. Vous l'avez reçu. Je vais vérifier, il n'y a pas de problème. Je vais vérifier, il n'y a pas de problème. Je vais vérifier, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que je dis, je pose la question, parce que en le vérifiant, moi, je ne l'ai pas vu. 12 décembre 2023. Le 1er décembre, on a pas dit. Bah, c'était quand? Attendez, je me suis trompé alors. Excusez-moi, je vérifie. Ah, c'était Samuel Paty. Pardon, excusez-moi, c'était pas Samuel Paty, Samuel Bernard. De son nom de famille. Celui-là, on y était. Oui, je confirme. C'est une question, mais vous l'avez reçu. Enfin, je vais vérifier. Je veux bien que vous m'envoyiez la copie de votre mail, si vous voulez bien, avec les éléments, parce que comme j'ai pris la peine de faire la recherche eu égard à notre précédente conversation sur le sujet, et que j'étais vraiment, je serais évidemment venu. Je m'interroge, voilà, et j'aimerais surtout que ça se reproduise plus jamais. Oh. Bah oui. Non mais il y a des maires qui démissionnent, mais je comprends pourquoi. Vous avez aussi un peu de... Non mais fatigant, franchement. Non mais c'est une question. Non mais c'est fini. Si je retrouve le mail, je vous le dirai, il n'y a aucun problème. Il est 22h36. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Vas-y, Dominique. Je voulais apporter un complément d'information. Je suis désolé, j'avais omis une information tout à l'heure. Concernant la loi sur la sobriété climatique et énergétique, et notamment le plan. J'avais oublié, mais il y avait une information qui était dans le en bref, donc qui était présente dans toutes les boîtes aux lettres.